Bonsoir et bienvenue sur les 100.7 de Radio Association en compagnie de Serge et de notre animatrice Sabrina. Ce soir, aux frontières de l'inconnu, nous aborderons deux thèmes plébiscités par nos auditeurs. Le premier est de savoir s'il y a des explications scientifiques à la voyance. Et ensuite, vous recevrez un historien philosophe, Dominique Vibrac, et qui nous plongera au temps de Catherine de Médicis et de la sorcellerie. Bonsoir Sabrina, et tout d'abord, meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous et meilleurs vœux aussi à tous les auditeurs. Et moi aussi, je souhaite une bonne année aux auditeurs, auditrices de Radio Asso. Radio Asso, la radio qu'il vous faut. Dans la nature de la voyance, y a-t-il des théories qui donnent des explications sur ce phénomène ? Avant de vous répondre, si vous me permettez, reprenons tout d'abord ce que nous entendons par voyance pour nos auditeurs. La capacité d'avoir accès à des informations dans le temps et dans l'espace en dehors de nos cinq sens. Alors, depuis le 19e siècle, des scientifiques étudient ces phénomènes et notamment Joseph Rhine, qui a mis au point dans les années 1930 des méthodes expérimentales strictes pour les mettre en évidence. Alors, vous citez Rhine, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement qui c'est cette personne ? Oui, j'ai cité Rhine la dernière fois. Rhine a rassemblé tous les phénomènes de voyance sous le nom d'ESP. Alors, c'est un nom bien compliqué qui veut dire Extrasensory Perception. Donc, il y a bien sûr la télépathie, communication des pensées directes entre personnes. Il y a la clairvoyance, ça veut dire acquisition d'informations sur un objet, un lieu, une personne ou un événement. Et puis, la précognition, c'est-à-dire les événements, la connaissance des événements futurs. Alors, Rhine était un professeur à l'université de Duke à Dunham en Californie du Nord. Et Rhine a notamment effectué de 1930 à 1934 des centaines, je dis bien des centaines de tests de clairvoyance sur ses étudiants. Alors, tous les comptes rendus de ces expériences furent publiés en 1934 dans une monographie. Alors, depuis ces expériences très intéressantes, des milliers d'expériences ont été menées dans divers laboratoires, surtout aux États-Unis, avec un taux de réussite sur la clairvoyance qui exclut le hasard. Donc, au niveau mathématique, je crois on est à peu près à 35% de réussite. Alors, ces résultats ont été publiés dans des ouvrages et revues spécialisées et non pas dans la grande presse. Alors, lors de la dernière émission, si je me trompe pas, vous avez cité aussi une autre personne, il s'appelait Dean Radin. Alors Dean Radin est très intéressant parce que Dean Radin est encore vivant et c'est un docteur en psychologie, il est aussi ingénieur en informatique et directeur du Consensus Research Laboratory, j'y arriverai, de l'Université du Nevada et il s'est attaché à réunir les preuves de la perception extrasensorielle. Alors, dans un livre publié en 2006 qui s'appelle « La conscience invisible » et que je recommande à tous nos auditeurs. Alors, il y présente des analyses de toutes les expériences en parapsychologie qui ont été menées depuis une cinquantaine d'années. Et selon Dean Radin, les phénomènes psy sont bien réels, même si on n'explique pas encore leur fonctionnement. Si l'existence donc de ces phénomènes est prouvée, il n'en demeure pas moins qu'à ce jour, on ne propose aucune théorie explicative pour les intégrer dans notre système actuel de connaissances scientifiques. Ça, c'est très important. Et par ailleurs, que ce soit la télépathie, la clairvoyance ou la précognition, c'est-à-dire dire ce qui va se passer, ces phénomènes ne sont pas reproductibles et ne s'obtiennent pas à volonté. Alors, c'est pour cela, bien sûr, que la plupart des scientifiques considèrent la parapsychologie, qui est l'étude de ces phénomènes, on en a parlé donc la dernière fois, donc ils considèrent la parapsychologie comme vaine, illusoire et la relègue au rang d'une pseudo-science. Alors la voyance dérange bien sûr et force est de constater qu'elle est sujette à d'intenses polémiques, autant
au niveau de ses détracteurs que de ses partisans, ce qui bien sûr donne naissance à une littérature tout à fait abondante et une littérature manichéenne, où c'est tout bon ou c'est tout mauvais. Donc si je vous entends bien, la voyance est prouvée. Et alors selon vous, est-ce qu'il y a des théories sur ce phénomène ? Là, je vais rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus ardu, mais je crois qu'il faut que nous rentrions dans ce domaine-là. Alors, je vais essayer d'être très claire. Alors, au-delà de toutes ces querelles, la voyance reste bien sûr un phénomène humain que nous constatons dans toutes les cultures. Ceci est indéniable. Et cette constance mérite une interrogation tout à fait sérieuse et sans a priori. En effet, si un voyant peut obtenir des informations comme si le temps et l'espace étaient gommés, ces informations semblent de ce fait être situées dans une autre réalité. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que cette réalité ? Pourquoi ? Comment le voyant y a-t-il accès ? Alors, ce sont des interrogations qui nous confrontent même à la nature même du monde dans lequel nous évoluons. Alors aujourd'hui, il est communément admis que la voyance est une capacité latente qui peut, comme toute capacité humaine, se développer par des exercices et des enseignements. Et des enseignements, vous avez différentes écoles qui se sont ouvertes. La plus célèbre est celle de Maud Christen, et vous en avez une aussi d'Alexis Tournier qui s'appelle Clévao. De nombreux élèves, d'ailleurs, indiquent avoir amélioré leur capacité intuitive après avoir suivi des cours. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu court comme théorie ? Donc une capacité humaine qui peut s'apprendre, se développer. Alors je sens un petit peu dans votre question une pointe d'ironie. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Bon, alors on va. Alors c'est peut-être moi qui suis un petit peu susceptible. Oui, c'est 2017, c'est pour ça. C'est 2017. Alors on va rentrer donc dans un domaine un petit peu difficile. Je vais être claire. Alors la voyance, il y a plusieurs théories et la plus intéressante à mon sens, c'est la théorie des scopèmes. Et la théorie des scopèmes qui explique ce qu'est la voyance. Et cette théorie a été développée... Les scopèmes, je vous coupe là, vous allez développer ce que c'est ? Oui, absolument. Cette théorie des scopèmes, elle a été développée par Elisabeth Laborde-Notal. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un scopème ? Alors, le bébé réagit souvent au vécu maternel, même à distance. Tous les pédiatres savent d'ailleurs à quel point les maladies des nourrissons et de l'enfant sont l'expression d'un malaise bien dans la relation des parents ou aux autres proches. Alors, selon Elisabeth Laborde-Notal, qui a écrit Voyance et inconscient, que je recommande aussi à tous nos auditeurs, qui est un livre de 1990 et qu'on trouve au Seuil, il y aurait un parallèle entre cette capacité d'échange émotionnel entre une mère et son nourrisson et l'échange intersubjectif existant dans la consultation de voyance. Donc elle fait un espèce de parallèle. Le voyant régresserait, je cite, à ce stade archaïque de la petite enfance où, faute de pouvoir parler, nous produisons des images intérieures et des idéogrammes, c'est ça, c'est le scopème, qui nous servent à nous représenter et à deviner les émotions de notre mère. Donc, en quelque sorte, le voyant régresserait avec le consultant à ce stade et serait capable de deviner les émotions, bien sûr, de son consultant. Alors, vous allez me dire que c'est un petit peu compliqué. Ce serait une espèce de régression, comme au stade du nourrisson, et ensuite au voyant de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Oui. Alors, si je comprends bien, le voyant serait capable de lire les émotions du consultant, ce que vous dites. Oui. Lire en quelque sorte aussi dans son inconscient, comme quand le bébé devine les émotions de sa mère ou de ses proches. Oui, c'est tout à fait cela. Alors, c'est une théorie très séduisante, mais aussi séduisante soit-elle, cette théorie, elle ne peut pas s'appliquer aux voyances qui concernent des éléments
qui n'appartiennent pas à l'histoire du consultant. En effet, comme l'histoire d'un objet ou d'un lieu du consultant dont il n'a pas connaissance, ou de l'avenir, comment se fait-il que le voyant ait accès, si vous voulez, à ce genre d'informations? Donc la théorie des scopèmes explique que le voyant va tirer des informations éventuellement de l'inconscient du consultant, mais ceci n'est pas vrai pour quelque chose qui est en devenir. Alors certains disent aussi que le futur du consultant peut être influencé par les prédictions du voyant. C'est une hypothèse qui est complètement battue en brèche pour les voyances sur lesquelles le consultant ne peut pas intervenir, comme le décès par exemple d'un proche, où la théorie montre ainsi toutes ses limites. Alors je dirais qu'au-delà de tout cela, il faut peut-être réfléchir. Notre culture occidentale fonctionne avec des pensées catégorielles qui sont fondées sur une distinction nette, bien sûr, entre le passé, le présent et le futur, la causalité de l'avant et de l'après et la séparation du sujet et de l'objet. Et le voyant va bien sûr bouleverser toutes ces bases de notre pensée occidentale, car il perçoit au-delà du temps et de l'espace, et il rentre en symbiose émotionnelle, je dis bien rentrer en symbiose émotionnelle avec le consultant en mettant en œuvre un mode de communication sensorielle et non verbale. Alors toutes les cultures orientales non seulement reconnaissent la voyance, à la différence de notre culture occidentale, mais elles tentent de lui donner une explication qui pourrait se résumer de la manière suivante. Et elle m'intéresse énormément et je vais la livrer. Tout est vibration, à mon sens. Personne, lieu, pensée et action, intention, à mon sens, si vous voulez, s'inscrivent durablement dans l'univers qui l'influence et le modifie. Et cet univers serait une sorte, voyez-vous, de bibliothèque accessible. Alors pour les lecteurs qui sont familiarisés, pour les auditeurs, pardon, qui sont familiarisés avec les cultures énergétiques et les chakras qui constituent notre ossature énergétique, l'ossature énergétique de chaque être humain, ces chakras permettent la faculté de voyance, cette faculté de s'exprimer. Donc, pour moi, et ça c'est mon intime conviction, matière, esprit, tout est énergie dans une matrice unique et originelle. Ce sont bien sûr encore des mystères tout à fait insondables qui nous obligent à garder, à mon sens, humilité et à chasser tout dogmatisme et position tranchée. La voyance est un domaine tout à fait intéressant et plus l'on découvre, plus l'on a envie de découvrir. Et il ne faut absolument pas, à mon sens, chasser de la main la voyance et considérer que c'est quelque chose d'inexistant ou de pas sérieux. D'accord. Donc on va faire une pause puisqu'on va contacter maintenant par téléphone Monsieur Vibrac, qui va nous parler de Catherine de Médicis. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ou pas sur ce sujet ? Non. Je pense que c'est relativement complexe et je ne voudrais pas ennuyer nos auditeurs.